Bonsoir Anne-Marie Gara. Nous vous accueillons ce soir à la Maison de la Poésie pour une discussion autour d'Humeur Noire, parue chez Actes Sud. Alors, on vous connaît comme romancière, autrice de la grande trilogie Dans la main du diable, Enfant des ténèbres et Pense à demain. Et puis plus récemment de La Source, du Grand Nord-Ouest ou encore de La Nuit Atlantique. Et ce nouveau livre est assez différent des précédents. Il est très libre dans sa forme, on pourrait dire entre l'essai et le récit. Le point de départ en est une visite que vous avez effectuée au musée d'Aquitaine de Bordeaux, Bordeaux étant votre ville natale. Et dans la salle consacrée à la traite négrière, vous arrêtez devant un cartel dont la formulation, pour le moins problématique, vous met en colère. Alors, ce livre est né de cette saine colère et il questionne l'histoire de Bordeaux et de la traite, mais aussi votre propre relation conflictuelle à la ville où vous avez grandi, dans le quartier populaire des Chartrons. On va peut-être commencer par une lecture pour qu'on entende le ton de ce livre. Oui, parce que en fait, je suis sortie de mon genre. Mon genre, c'est plutôt la fiction, n'est-ce pas? Pour une fois, je me suis embarquée dans quelque chose qui n'est pas de l'autobiographie, qui n'est pas non plus, à proprement parler, un essai. Je ne sais pas très bien en effet, le définir, en effet, ce que c'est que cet objet qui m'est venu à la suite de ce que vous évoquez là, de cette visite impromptue dans des salles consacrées à la traite négrière au musée d'Aquitaine de Bordeaux, et donc qui a donné lieu à quelques échanges avec le directeur du musée, mais rien n'advenant de cette démarche, n'est-ce pas? J'ai fini par écrire ce livre. Et à quel titre? Voilà. Alors c'est peut-être le petit passage que je vais lire. Hein? D'accord. Ben oui, parce que échouant dans toutes les lettres et les échanges, etc., j'avais envisagé, mais ça c'est complètement délirant, d'aller faire une performance avec des amis devant le petit cartel collé au mur. Voilà. Et la réalisant, quelles extravagantes extrémités j'envisage, je mesure l'ampleur rationnelle et irrationnelle de ma réaction, à quel point je fais de cette anicroche un outrage inexpiable, une affaire personnelle, combien mes tréfonds, conscients et inconscients, sont viscéralement révulsés, mon existence ébranlée. Mais qu'est-ce qu'il te prend là? Es-tu descendante d'esclaves, native d'Afrique, d'Haïti, d'Antilles ou de Guyane pour t'embarquer dans cette croisade? Pas davantage amérindienne du Chili, aborigène d'Australie, Zigane, Gwich'in ni Tutchon du Yukon ou d'Alaska, génocidée par le Canada, juive non plus, ashkénaze ni séfarade, victime de personne. Sujet d'aucun peuple persécuté, réclamant des comptes à un titre ou à un autre, juste une petite Française de souche, à peine matinée de gène valaisan. Ce qui m'interdirait non seulement de penser quoi que ce soit hors de mon périmètre, mais de faire entrer aucun personnage imaginaire de cette sorte dans mes romans. Pas touche. La licence littéraire de la peinture ou du cinéma, celle de l'art en général, se verrait donc prescrire de ces bornes. Il semble que oui. Selon les détracteurs de la culturation et les militants contre l'appropriation culturelle, je suis bien la dernière des dernières à pouvoir prétendre la ramener sur un sujet dont ils se réclament les exclusifs propriétaires. Dominant, dominé, la parole leur a été assez confisquée pour qu'ils la confisquent aux autres, chacun son tour. Logique. Tant qu'à faire, exigeons que plus aucun homme ne parle des femmes en leur nom, les femmes non plus d'eux par la même occasion, idem les maigres des gros, les flûtistes des guitaristes, les urbains des ruraux, et réciproquement, expurgeons de la littérature, de tous arts autant qu'ils sont, toute figure, toute allusion, en contravention avec ce nouvel ordre moral. Renonçons à toute expérience de pensée. Que chacun la ferme et ne discute qu'avec son nombril, son vécu, son ressenti, son identité confinée aux quatre murs de son domicile et de son ego, ainsi les vaches seront bien gardées. Ce ne sont pas ces considérations qui m'ont retenu de mettre à exécution mon fol projet de performance, mais tout bêtement les grèves reconduites de la SNCF. Elles ont tellement retardé mon voyage à Bordeaux que mon délire ayant refroidi, j'ai décidé d'écrire plutôt ce livre. Merci. Alors, avant quand même d'aller plus loin dans ce débat qui vous a opposé au directeur du musée d'Aquitaine de Bordeaux, il faut se demander
qu'est-ce qui a été écrit sur ce fameux cartel et pourquoi est-ce que ça vous a mis en colère? Eh bien, sur le moment, d'abord, ça m'a fait rire, un rire un peu nerveux. J'étais avec un cousin et comme on s'attardait un petit peu devant ce cartel, un gardien est venu, mais lui, le pauvre homme, il y était pour rien. Il nous a conseillé de nous adresser au directeur du musée, au conservateur, ce que j'ai fait avec un petit temps retard parce que je n'osais pas trop, enfin, etc., etc. Mais en fait, au-delà du directeur du musée, de l'instance responsable du musée, je m'adresse, je pense, à toutes sortes d'autres interlocuteurs, beaucoup plus largement dans ce livre. Mais n'empêche que ça part de là. Ça part d'un petit texte de 500 signes, on peut se dire c'est 3 fois rien, qui a une visée pédagogique, qui est supposé s'adresser à tous les publics à la fois. Et bien sûr que c'est difficile de s'adresser à des enfants, à des jeunes qui visitent le musée aussi bien qu'à une personne un petit peu plus informée, voire à un historien d'ailleurs qui visiterait le musée, etc. Bon, c'est multipublic le texte. Donc on suppose qu'il a été pesé, qu'il a été mesuré. Or, le langage, le lexique de tout ce texte, je dirais presque, pas chaque mot, mais prête à discussion. Donc ce texte qui était intitulé Noir et gens de couleur à Bordeaux. Noir et gens de couleur à Bordeaux au XVIIIe siècle. Et donc, ils suivent leur maître, ils viennent à Bordeaux, n'est-ce pas, puisque c'est le siècle des villégiatures, ils se déplacent. Bon. Et ils s'y installent et leur afflux, le mot, est contenu enfin c'est pas mis heureusement, c'est moi qui rajoute, est contenu par une police des Noirs ils sont domestiques, ils sont, si vous voulez, une édulcoration. Et pour ce qui est du sucre, Bordeaux en connaît un rayon, n'est-ce pas? C'est une grande ville sucrière. Forcément, la canne à sucre, c'est ce qui est cultivé dans les plantations en tout premier lieu. Cette manière d'édulcorer, de présenter comme bon, ils sont bien tolérés, la cohabitation se passe bien. Bon, bref, je cite tout ça un petit peu de mémoire, mais cette manière benoîte et de trahir l'histoire, finalement, de trahir la rigueur historique, m'a semblé plus un symptôme de la tendance de cette ville à être dans le déni pendant très longtemps. Elle est en train de remettre les choses à jour aujourd'hui, d'ailleurs, sous la poussée d'autres exemples autour, de Nantes, de La Rochelle et de sa sœur portuaire qui est Boston, qui est jumelée avec Bordeaux. Enfin bref, donc ça y est, quand même, Bordeaux a fait un travail là-dessus, mais il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 10 ans, 12 ans. Et donc, que des historiens aussi travaillent, hein, mais surtout des Toulousains, des Nantais, plus que des Bordelais, même s'il y en a. Bon, donc, il y a eu des avancées, mais qu'on trouve encore aujourd'hui, c'était en 2019. En 2019, un texte comme celui-là, sur un mur de musée, je pense que ça soulève des questions en profondeur, des questions de la médiation, de la transmission, de l'éducation, de la conscience du présent, de la question du passé et de la manière dont il est raconté, pas simplement dans le roman national, dans le récit, disons, officiel qui nous a été transmis par l'école, enfin, etc. Et encore aujourd'hui. Mais aussi, plus profondément encore, cette autorité qu'il y avait dans l'anonymat de ce petit cartel qui n'est pas signé, il n'a pas d'auteur en quelque sorte. Son autorat se légitime du musée qui est autour, de la muséalité, pour imposer donc cette description du Bordeaux du XVIIIe siècle et des Noirs et gens de couleur, pardon, les métis qui y sont présents. Donc il y avait une telle entreprise là de détournement et d'usage du langage que
ça m'a hérissé, c'est vrai, ça a touché en moi très profondément le rapport à la langue, qui est l'outil, l'instrument fondamental de nos relations humaines. On le sait bien que nous sommes des animaux de langage, mais aussi de ce maniement toxique qui ruse avec les vérités, avec les réalités. Je dis au pluriel parce qu'on sait bien qu'il n'y en a pas une vérité, que les vérités se négocient, qu'elles se construisent par le lent travail des sciences humaines, et des hommes de bonne volonté. Et donc là, il y avait quelque chose de si scandaleux que je l'ai avalé sur le moment, mais ça m'est resté sur l'estomac. Mais votre travail à vous, en tant qu'écrivaine, c'est justement de débusquer ce qu'il y a derrière ces mensonges cette langue-là, qui est une forme d'affirmation d'un pouvoir. Et au fond, ce que vous nous dites, c'est soyez des lecteurs critiques. Tout lecteur a l'être, y compris devant le roman, devant la fiction. Mais moi-même, j'essaie de l'expliquer dans le livre que justement l'écrivain est celui qui a sans doute le plus de mal avec les mots. C'est pas quelqu'un qui est bien avec les mots, qui les utilise comme ça parce qu'il serait doué de je ne sais quelle vertu ou de quel talent de jongler avec les mots à son aise. Ça, c'est une conception, triste de la littérature, au contraire l'écrivain est en train de batailler sans cesse avec les mots, comme le décrivent les poètes. Michaud ou d'autres, enfin, mais que cette bataille-là, elle est permanente et elle met en faillite sans cesse l'écrivain devant ce qu'il est en train d'élaborer, et que les mots avec leur très vieille étymologie, leur très vieille histoire qui a traversé les siècles, dans leur maniement, dans leur usage, qu'ils ont été polis, dévoyés, déformés ou qui ont été glorifiés, qui sont... Donc ces mots-là, ils nous arrivent sur la langue, il faut faire très attention, ils nous arrivent sur la langue presque spontanément, sans que nous les pensions, ils pensent à notre place finalement. Et donc tout ce travail, il est laborieux, il faut qu'il soit humble, mais en même temps rageur, de ne pas s'en laisser compter par les mots, que chacun, et c'est ce que rappelle Orwell, que la pire des choses avec les mots, c'est que nous capitulions devant eux, et non pas que nous les considérions comme nos ennemis, mais que nous leur négocions tout le temps le pouvoir qu'ils ont sur nous, le pouvoir que nous leur avons donné pour informer le monde, donner forme au monde. Et cette forme-là, elle peut être aussi bien, exaltante, liberté, égalité, fraternité, aussi bien elle peut être totalitaire. Le Big Brother. Donc, aimons les mots et méfions-nous d'eux. Mais ce que vous faites, vous, avec ce cartel, c'est que vraiment, vous le décortiquez très précisément, vous décortiquez le sens de chaque mot. Je prends par exemple le mot « afflux », sur lequel vous vous énervez un peu, parce que c'est un mot d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses derrière ce mot. Oui, afflux, on l'entend dire, n'est-ce pas, le grand afflux de population. La grande invasion des hordes d'immigrés qui viennent occuper nos territoires, le sentiment des frontières nationales et d'une France hexagonale et de l'entre-soi et de la pureté de nos origines, etc. On connaît bien ce discours. L'afflux, le mot afflux, si on le prend à la lettre, et qui veut dire un débordement, une brutale invasion des eaux ou des microbes, ou des virus, n'est-ce pas? Bon, il a quand même eu des résonances aujourd'hui contemporaines. Et que font-ils dans ce cartel pour désigner, finalement, de quoi parle-t-on? De 300 personnes en moyenne, 4 à 5 000 sur l'ensemble du XVIIIe siècle, qui sont à Bordeaux, une ville de 100 000 habitants. Donc, est-ce qu'il y a un afflux? Est-ce qu'afflux est le mot adéquat pour nommer cette présence exogène, n'est-ce pas, importé des îles, importé essentiellement de Saint-Domingue,
l'île à sucre bordelaise par excellence. 40% des plantations appartiennent aux Bordelais. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce mot afflux? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Sinon, comme une sorte de lapsus, dénoncer, enfin avouer l'intention consciente, inconsciente, à son insu, espérons-le, du rédacteur. Mais que ce soit à son insu ou pas, qu'il ait voulu le mettre consciemment ou pas, il y est ce mot, et il dit des choses, plus de notre temps que de la réalité historique du XVIIIe siècle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce mot? Ben oui, j'ai bien le droit, en tant que visiteuse ordinaire, anonyme, ou je ne sais pas quoi, du musée, de trouver à redire. Mais justement, ce livre, vous l'écrivez à la première personne du singulier. Il y a quelque chose dans cette histoire qui percute votre histoire personnelle, et ça, vous le comprenez presque en cours de route. Enfin, au début, c'est de manière très, très violente, comme ça, puis après, vous questionnez. De quelle manière ça s'entrelace avec votre histoire personnelle? Alors c'est vrai que ce jeu qui est présent, c'est celui de ma colère, donc j'assume ce sentiment qui est mal perçu dans notre culture occidentale, n'est-ce pas? Il faut réprimer sa colère. Encore que la colère, elle est aussi l'état colérique du malade, elle est celui de la rage, de celui qui est mordu par le chien malade, abattez-le, mais elle est aussi à l'origine des grands soulèvements de notre histoire, de l'histoire de Saint-Domingue, justement, ou de la Révolution française, ou de la Commune de Paris, qu'on va célébrer cette année, n'est-ce pas? Bref, donc, qu'est-ce que c'est que cette colère? Elle est mienne, elle vient de loin, elle vient... Et forcément, de mon enfance, de mes commencements. C'est long, à mon âge, de faire ce bilan-là, de remonter, de me dire enfin à moi-même, qu'est-ce que j'ai avec Bordeaux qui fait que ce sentiment, cette humeur noire ne me quitte pas. Et en effet, ça n'est pas le ressentiment d'une origine sociale modeste où la vie n'était pas facile. Mais moi, j'ai eu une enfance heureuse avec des parents qui m'aimaient, dans un quartier populaire où il y avait une impasse formidable pour les jeux, etc., avec des petits voisinages et bon. Et à remonter encore plus loin, c'est même pas un commencement de naître ici ou là, c'est ce qui s'hérite de manière corporelle, d'incorporer à travers toutes sortes de signes minimaux et voire subliminaux, disons, de l'histoire de ces lieux, de ce territoire. J'hérite sûrement l'histoire du quartier des Chartrons tel que je l'ai connu. Je ne sais plus, quelqu'un me disait récemment là que j'étais du Chartron, et pour les gens qui ne sont pas de Bordeaux, ils croient que les Chartrons, ça n'est que le pavé des Chartrons, c'est-à-dire la partie bourgeoise, de la bourgeoisie du XVIIIe siècle, alors qu'il y a un très grand quartier ouvrier qui s'appelle aussi des Chartrons. Il y avait une église à 200 mètres de chez moi qui s'appelait Notre-Dame des Chartrons. Enfin bref, c'est ce quartier populaire dans lequel je suis née. Mais les commencements ne sont pas des commencements, ils remontent bien au-delà, en deçà de notre naissance. Et sans que nous en soyons toujours instruits, nous héritons les bruits, les voix, les odeurs, la signalétique des rues, leur dispositif spatial, et même, c'est pour ça que j'évoque ces temps très anciens de cette courbe marécageuse de la Garonne, d'avant même les Gaulois et les Romains encore, hein, qui est là dans des terres d'alluvions et dans des terres de marécages qui vont persister malgré les ingénieurs flamands qui viennent les assécher au XVIIIe siècle, sur lequel est bâti le quartier où je suis née, et qui a longtemps été, et qui reste encore, une périphérie ouvrière de Bordeaux, et qui garde la trace de cette mémoire que décrit Dominique Khalifa, de ce qu'on appelle les bas-fonds, c'est-à-dire aux marges des marécages, des zones suspectes, des fièvres et des misérables qui y vivent, rôde toujours l'idée du vice, du crime, de la dégradation sociale, enfin, etc. Et donc, sans dramatiser et sans en faire
une maladie, mais quand même, je suis née là, c'est un accident, je suis née là, j'aurais pu naître ailleurs, mais c'est là. Et donc, je pense que j'hérite aussi de cette mémoire-là corporelle et extrêmement sensorielle, liée à une mémoire, je ne sais pas comment dire, anthropologique à travers les siècles des gens qui habitent ces territoires du Médoc et des franges autour de Bordeaux et de ce port, etc. C'est mon territoire et je l'aime, je l'aime, je l'ai adopté, il m'a adopté, j'y ai vécu et donc tout cela, c'est pas un procès, bien sûr que la grande bourgeoisie bordelaise, nous la connaissons, nous connaissons son histoire, etc. Et moi, fille d'ouvrier, avec ce Bordeaux-là, en effet, j'ai une relation pas facile. Hein. J'étais en 1900, dans les années 60, enfin, etc. J'étais étudiante à la fac de Bordeaux, qui était justement dans le musée, là où est le musée maintenant, Michel de Montaigne, et il y avait 3% d'enfants d'ouvriers, disait-on à l'époque. On dit plus comme ça, mais d'ailleurs, je ne crois pas que les pourcentages aujourd'hui, dans le supérieur ou dans les grandes écoles, etc., c'est une question tout à fait contemporaine, pour que les pourcentages soient meilleurs hein, aujourd'hui. Donc, je l'ai su, ça, je l'ai appris à mes dépens, et le temps de construire le capital culturel, le temps de me construire tout au long de ma vie et de tous mes petits parcours, etc., j'ai essayé de mettre en ordre ça en écrivant ce livre, de me l'expliquer à moi-même. Et vous racontez d'ailleurs que juste avant mai 68, cette fac qui est donc à l'endroit où est aujourd'hui le musée déménage à Talence oui. en banlieue et donc dans vous retrouvez relégués dans des bâtiments qui ne sont pas encore terminés. Dans la boue, où je tirais mon Solex. Mais Benjamin Delmas il avait le nez fin. C'était juste avant 68. Hein, il avait exterritorialisé toute la gent estudiantine, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait quelques petites manifs dans Bordeaux, dont une barricade rue Paul Bert. À l'époque, j'ignorais complètement qui était Paul Bert. Il y en a. C'est le champion en France des collèges et des rues Paul Bert, enfin, etc. Mais le pauvre homme, il ne s'agit pas de faire son procès anachronique, mais de savoir quand même qu'il a été administrateur, gouverneur en Indochine, qu'il a été ministre de l'instruction publique et l'auteur de manuels scolaires qui, de 1880 à la fin des années 30, n'est-ce pas, est répandu dans toute la France, dans lequel les races sont distinguées, celles qui sont fourbes et celles qui sont intelligentes, et qui, déclare-t-il, les indigènes doivent s'assimiler ou disparaître. Bon, ce sont des mots d'une époque, d'un temps. Il n'est pas le seul à les formuler, ces idées-là. Mais quand même, il serait bon de savoir qui est Paul Bert, que nous nous intéressions les uns et les autres à cette archive à ciel ouvert qu'est une ville. Et au nom des rues. Et au nom des rues, à la statuaire, bien sûr, à la monumentalité, aux lieux glorifiés, et même à l'origine des musées. Le musée d'Aquitaine, c'était autrefois une université. Les Anthropollénées, aujourd'hui, où on expose de l'art contemporain, et c'est magnifique ce qui s'est fait là à Bordeaux, mais c'était un entrepôt de denrées coloniales qui a failli être détruit. On l'a sauvé à temps, on l'a réhabilité. L'art vient toujours au secours de ces lieux de la mémoire ouvrière dans les usines désaffectées du Nord et dans les manufactures ou les mines, etc. On trouve toujours là l'art pour venir restaurer une dignité à des lieux de l'histoire ouvrière, n'est-ce pas? Et là, à Bordeaux, ce magnifique bâtiment, d'ailleurs, formidable, aujourd'hui, on y voit de l'art contemporain très très bien. Mais enfin, sachons ce que c'était les Anthropollénées, et c'est devant les Anthropollénées que Bordeaux dresse enfin, et parce que c'est un don, un cadeau d'Haïti et un artiste haïtien, la statue d'une esclave, Modeste Estas, donc esclave d'un planteur et armateur bordelais. Alors justement, c'est peut-être intéressant de s'attarder un peu sur cette figure de Modeste Testas.
Ben oui, parce que en fait, elles sont connues des historiens de Bordelais, elles sont citées ici ou là. Moi, c'est pas moi qui ai fait la découverte et le travail d'archives, qui a extrait des actes notariés ou des traces, enfin, de leur passage, de leur présence. Il y a ces deux femmes qui émergent de l'anonymat général, massif, et bon, de l'importation d'esclaves à Bordeaux. Modeste Testas, donc, est enlevée à 14 ans dans l'Éthiopie actuelle, sans doute, hein, sur les pistes de l'esclavage arabe, qui lui est millénaire. Elle est vendue sur la côte, elle est achetée par son maître Testas, donc ce Bordelais, qui a un frère sucrier et un oncle armateur, et qui est propriétaire de plantations à Saint-Domingue. Et donc son histoire est connue. Moi, ce que j'ai cherché, c'est à lui donner chair en évoquant, en reconstituant le contexte d'histoire dans lequel tout cela se passe, y compris la libération, enfin la révolution haïtienne à laquelle elle a survécu. Elle est devenue plus que centenaire après que son maître, mourant à Philadelphie, s'étant enfui, lui lègue des terres. Ce qui peut apparaître d'ailleurs comme un privilège ou un paternalisme sympathique. Enfin, avant de mourir, il lui lègue des terres et il la marie à son nègre de talent. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Et donc elle a été même la mère ou la grand-mère, je ne sais plus, d'un président de la République haïtien. Elle a fini ses jours, donc très tardivement, propriétaire, ce qui n'était pas le cas très souvent des bossales, c'est-à-dire des Noirs importés d'Afrique, noirs, hein. Et elle en est. Et donc, à la Révolution haïtienne, il faut le savoir, parce que là aussi, il faut un peu mettre son nez là-dedans. Tout ne s'est pas réglé de manière idyllique. Et la réappropriation des terres par les mulâtres, par les métis, sous l'égide de Toussaint Louverture, a fait que les esclaves sont restés esclaves, on pourrait dire, hein. Bon, même si leur statut avait légèrement changé dans la lettre, ils sont restés sans terre. Et aujourd'hui, on en voit les traces encore aujourd'hui en Haïti, comme on voit encore aujourd'hui le reste de cette dette que dans les années 1830, la France impose de dettes où les esclaves rachètent pendant un siècle, hein. Ils en paient les intérêts jusque en 1960, je crois, de cette dette colossale, où c'est le seul exemple où des esclaves ont racheté à leur maître, pour les dédommager, ont racheté leur liberté. C'est quand même... Bon, elle est contemporaine de tout ça. Elle a sans doute payé, elle aussi, Modeste Testas, pour sa liberté. Donc il y a elle et il y a Marie-Louise Charles, qui est une autre figure, elle, à mener les archives de notariales où elle apparaît, c'est qu'elle devient propriétaire d'un immeuble de 2 étages dans un quartier un petit peu périphérique, mais quand même aujourd'hui qui est auprès du jardin public. Et elle ne peut pas, à l'âge qu'elle a, fille d'esclave, avoir l'argent pour s'acheter. Elle, bien sûr, elle est accompagnée, ou plutôt elle est parrainée par celui qui signe à sa place, n'est-ce pas? Et elle reste à Bordeaux. On a quelques traces d'elle, au-delà de la Révolution, le dernier recensement de Fouché en 1807 signale encore sa présence, mais là, elle a dégringolé dans l'échelle sociale. Elle est lingère, elle vit seule. On sait pas, on n'a plus de traces d'elle, si vous voulez. Mais en fait, ces 2 silhouettes de femmes, ce sont des femmes qui ont laissé trace dans les archives bordelaises, sont intéressantes à étudier, parce que pour le reste, tout ça, tous sont, ou quasiment tous, sont restés des anonymes. Mais quelle est la spécificité de la traite négrière à Bordeaux? Elle est... Alors, et je sais bien qu'il y a des tas de débats là-dessus, parce que Bordeaux a moins pratiqué la traite triangulaire, c'est-à-dire celle qui consiste à partir des ports européens, à aller se fournir en esclaves en Afrique, à les transporter, à les déporter dans les îles Caraïbes, et ensuite à revenir dans les ports français, enfin anglais, Amsterdam, etc., avec des denrées, particulièrement du sucre, du tabac, et bien sûr des épices, enfin bon. Mais ça, c'est la traite triangulaire, qui est très coûteuse, très dangereuse, peu rentable, avec beaucoup de déchets, j'entends,
30% de morts dans les cales des bateaux négriers qui sont de véritables prisons flottantes. On ne sait pas assez tout ça. Même au musée, vous voyez, il y a un cartel qui présente une affiche sans la contextualiser, qui en fait, c'est ce qui a mis le feu aux poudres par un jeune pasteur de Liverpool qui découvre l'horreur, l'ignominie du transport. D'ailleurs, c'est ça plus qui le scandalise que l'esclavage lui-même. Il n'est pas anti-esclavagiste, alors que les abolitionnistes commencent déjà à militer, hein, les Amis des Noirs, enfin, etc. en France, et voilà. Mais lui, il est scandalisé parce qu'il tombe sur un plan de navire négrier qu'il va afficher. C'est un lanceur d'alerte, hein, Clarkson, voilà. Et il est devenu, il y en a d'autres, hein, de ces plans. On en connaît à Nantes d'un capitaine ils avaient besoin tous, avec les entreponts, comment on range les nègres, la marchandise entassée à 1,30 m de hauteur des entreponts avec 40 cm en tranches comme ça les uns contre les autres, le tout étant pour le tonnage, de remplir au maximum le bateau pour sa rentabilité, etc. Tout ça, c'est très compliqué à mener, la traite triangulaire. Donc, les Bordelais, on en menait quelques-unes sur leurs 400, je ne sais plus, 70 et quelques expéditions négrières, mais ils ont surtout pratiqué la droiture, c'est-à-dire direct, Bordeaux, Saint-Domingue ou la Guadeloupe, et retour, laissant acheter la main-d'œuvre serve par localement aux Anglais, aux Hollandais. Évidemment, il y a des tas d'histoires là-dessus, des questions de marchands, parce que le libéralisme, à ce moment-là, débat de ces questions, de la rentabilité du commerce, et le nègre en fait partie comme une marchandise. Hein. C'est un bétail, c'est un bien meuble, donc on achète, qu'on revend, qu'on taillable et corvéable à merci, et persécuté bien sûr, et torturé et puni, enfin de manière avec des violences inouï d'ailleurs, dont on peut se dire que l'esclavagiste, si cultivé qu'il soit, et ayant des marines chez lui, et lisant Rousseau et Montesquieu, ou lisant les philosophes des Lumières, est capable d'accomplir ou de laisser accomplir par ses employés, par les maîtres de culture, de tels délires de violence, n'est-ce pas ? Donc, la question de la traite en droiture ou en triangle aurait tendance à dire qu'au fond, droiture, c'est un petit peu plus vertueux, quoi. On se salit pas les mains à aller acheter des esclaves, à les marquer au fer, à les embarquer dans les soutes, enfin, etc. On se salit moins les mains. Bordeaux a davantage, oui, en effet, mais pas pour des raisons vertueuses, parce que Bordeaux est un port plus commercial, négociant, que aventureux. L'aventure des mers, c'est Saint-Malo, c'est La Rochelle, c'est Nantes. Enfin, ce sont des ports bretons, etc., qui, avec les étonnants voyageurs qui partent sur les mers, qui ont l'esprit d'aventure. Les Bordelais ne sont pas aventureux, ils sont commerçants. Le commerce et la navigation, majuscule, sont les deux déesses tutélaires de Bordeaux, en statue sur les colonnes rostrales qui dominent le fleuve, qui dominent le port, n'est-ce pas, et qui sont en effet commerce et navigation, mais pas d'aventure. Vous employez le mot nègre ? Oui, je l'emploie, et je ne lui mets ni guillemets, ni italique, ni d'ailleurs de majuscules, qui sont toutes sortes de moyens, disons, en gants blancs, pour éviter de prononcer ce mot qui aujourd'hui nous brûle la bouche. Tant mieux, tant mieux. Moi, je l'emploie de cette manière dans un contexte de mon livre, ou dans un contexte de communication, quand il est référé à l'usage tel que les armateurs, quand je dis que les armateurs achètent des nègres, parce que c'est leur langage. Et c'est là que d'ailleurs est né le racisme de cette définition de la personne humaine noire, nègre, assimilée à du sous-homme. C'est de là que naît le racisme, et pas le contraire, hein.
Et donc, je l'emploie sans les affaîtries délicates, récentes d'ailleurs, parce que longtemps ce mot n'a brûlé la boîte vocale de personne, ni des armateurs bien sûr et des planteurs, mais non plus des ministres, des savants qui au XIXe siècle entreprennent, les phrénologues, les physiologistes, de définir les races humaines, leur hiérarchie, donc comme dont Paul Bert s'inspire, mais ils emploient ce mot sans que cela choque personne. Les écrivains, les voyageurs, les missionnaires, les médecins, etc., l'emploient d'une manière, je dirais même pas décomplexée, c'est pas une question de décomplexer, ça leur est normal, et en quelque sorte on a tellement naturalisé, essentialisé l'homme noir comme étant le nègre, que ce mot-là ne choque personne, il est d'un usage courant. Donc quand je l'emploie de cette manière-là, c'est dans mon livre en tout cas, ou dans la conversation, quand il se réfère au contexte de cet usage-là. Il n'a pas à nous faire peur, ce mot. Et d'ailleurs, bon, Aimé Césaire et voilà, se le sont réappropriés par une sorte de retour à l'envoyeur, hein, qui fait que, en assumant justement ce qui a été infligé, l'homme noir ou le métis, puisque gens de couleur, n'est-ce pas, gens de couleur, rien que le mot couleur d'ailleurs, le fait que la couleur soit un signe de distinction entre les êtres humains, est né là. La couleur comme moyen, comme critère de hiérarchisation et d'avilissement, donc de dégradation, et jusqu'à conduire à l'extermination, ce qui a été conduit au XIXe siècle dans tout l'empire colonial africain en particulier, où les déclarations, en particulier des militaires allemands, italiens, mais également dans le langage comme Paul Bert, etc., il s'agit d'éradiquer. On veut de l'espace vital, et donc on tue en masse avec les camps de mort, avec de la... Bon, ça appartient à notre histoire, ça. Il va falloir... Les Allemands commencent à le revisiter, les Anglais aussi, de ce qui s'est passé dans le second empire colonial, donc du 19e siècle. Et donc c'est là que le mot nègre, dans son essence même de mot, dans ce qu'il véhicule, avec toute la charge de sang et de crimes qu'il a forgé, n'est-ce pas? Comment il a été forgé, ce mot-là, les concernés le revendiquent eux-mêmes. Et quand Achille Mbembe dit qu'aujourd'hui le prolétaire et les Ouïghours chinois sont les nègres d'aujourd'hui, il n'y met ni majuscule, ni italique, ni guillemets, ni quoi que ce soit. Hein. Ce mot est devenu le synonyme de l'être humain avili et dégradé dans son essence humaine. Toute culture, langue, identité, fratrie, parentèle et abolie, il est sans autre identité que cette étiquette qui lui est collée dessus, hein, et qui justifie toute l'exploitation de son être au même titre que des ressources naturelles, par le capitalisme naissant à la Renaissance. C'est ainsi que se sont forgées les colossales fortunes de l'Occident, de l'Europe d'abord, mais de l'Occident en général. Des fortunes du capitalisme, elles viennent de là, de cette exploitation d'une humanité dégradée qui, au même titre que les ressources humaines, on en voit les résultats aujourd'hui de cette course folle, suicidaire en avant, d'une exploitation au profit, pour le profit, sans limite, des ressources naturelles et des ressources humaines. Tout se tient. Tout se tient, mais c'est exactement ce que j'allais dire, parce que parfois on vous lit, on a l'impression que vous digressez, et en réalité c'est comme une multitude de petits ruisseaux qui se jettent dans un fleuve, et au fond on voit que tout se tient. Et oui, tout se tient, et jusqu'à, vous voyez, pendant que j'étais en train de finir ce livre, l'assassinat de George Floyd arrive comme une espèce de nouvelle sidérante. Et je dirais presque, j'en ai eu un orgasme historique, on en a un par siècle, quand je vois à la télé les militants de Black Lives Matter basculer Colston,
l'armateur de Boston dans l'eau. Là, je me suis dit, enfin, si vous voulez, enfin il se passe quelque chose là, c'est-à-dire que de très loin, la mort de George Floyd réveille sur quoi nous, occidentaux, européens, disons, nous nous sommes endormis. Que fait la statue de Colston au centre de Bristol, mais celle de Colbert, etc., sinon de marquer et d'être honorés et d'être glorifiés comme des personnages dignes de mémoire, appartenant au patrimoine. Bon, alors, dans un mouvement de colère et de manifestation, moi, j'ai toutes les indulgences pour les déboulonnages de la statue de Colston, si vous voulez. Bon, une fois qu'on a un peu apaisé ça, c'est aberrant, c'est absurde, je veux dire. On n'a pas à effacer par une espèce de révisionnisme ou voire de négationnisme de notre histoire, de la réécrire en la nettoyant tout le temps. C'est pas possible. C'est même très dangereux. On peut expliquer. Hein? Mais on peut expliquer. Mais on peut expliquer, on peut apprendre, on peut éduquer, on peut transmettre. Il y a toutes sortes de moyens d'identifier le nom des rues, d'identifier les statues. Colbert a été un très grand législateur, un très grand homme un très grand penseur politique. Il est aussi dans son époque, et parce qu'il appartient à ce monde, le concepteur, parce qu'il y en a eu d'autres, jusqu'en 1848, jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage, d'autres versions, mais il est l'auteur du Code noir. Et donc, on ne peut l'ignorer, on ne peut occulter des pans entiers. Bien sûr que Colston, il a enrichi la ville de Boston, et d'ailleurs à Bordeaux pareil. Ces armateurs, ils ont été des bienfaiteurs, ils ont financé des écoles, des hospices, ouvert des fabriques, donné du travail, enfin, etc., etc. D'accord, c'est vrai. Mais avec quel argent? D'où vient cet or? D'où vient cette richesse à Amsterdam comme ailleurs, hein, où le directeur du musée historique d'Amsterdam maintenant réfute même l'expression siècle d'or en dénonçant sous cette formule d'ailleurs qui a été créée par les historiens de l'art, que sous cet or du siècle, comme en Espagne d'ailleurs, comme au Portugal d'ailleurs, il y a des millions, 12 millions d'êtres humains qui ont été massacrés, qui ont été exploités de manière terrible. Enfin, ça appartient à notre histoire. On ne va pas se faire, nul n'appelle, enfin, sauf les imbéciles et surtout ceux qui sont inspirés par d'arrière-pensée, à la repentance. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc d'abord qui vient du vocabulaire religieux, de se battre la coulpe pour se repentir, demander pardon? Qu'est-ce que c'est que toute cette idéologie-là dans laquelle on veut nous enfermer? Il n'y a aucune repentance à regarder notre histoire, celle des Romains, comme celle de l'Antiquité égyptienne, comme celle médiévale, ou celle d'il y a 3 siècles, etc. On se repent de rien. C'est pas une repentance. On n'est pas les criminels des crimes de nos pères, mais nommer crime contre l'humanité, comme l'a obtenu Madame Taubira, c'est quand même assigner à ces réalités de l'histoire une dimension qui nous concerne, qui concerne aujourd'hui, parce que le concept de crime contre l'humanité est moderne. Il s'élabore à la sortie des camps d'extermination, et ceci est lié à cela, parce que l'extermination n'est pas inventée par les nazis comme une divine surprise du matin, n'est-ce pas? Les camps d'extermination, le père de Goebbels, le prof de génétique du professeur Mengele, n'est-ce pas, sont en Namibie, enfin la Namibie actuelle, en train d'inventer le camp d'extermination, de concentration et d'extermination. Ils conseillent les Turcs pour leur génocide des Arméniens. Donc c'est pas d'hier l'histoire, l'idée de l'extermination qui a sidéré l'Europe, qui a été notre catastrophe après celle de 14-18, en plein milieu du XXe siècle. Ça vient de loin, ça nous concerne tout ça. Et donc je pense qu'il y a là, oui, tout se tient. Tout se tient. Mais vous racontez d'ailleurs comment vous avez pris conscience des camps de concentration. Donc vous êtes né en 1946, oui. Et c'est en regardant Nuit et brouillard que... Ah oui. Ça a été la déflagration de ma génération, quand à 16 ans, on s'est pris dans la figure
l'écran brûlant de Nuit et brouillard, qui à ce moment-là commençait à être diffusé par les ciné-clubs, n'est-ce pas, qui n'a pas été, comme Jack Lang l'a obtenu ensuite, diffusé publiquement à la télévision, je ne me rappelle plus à quelle date, mais bon, là je découvre... D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on n'imagine peut-être même pas aujourd'hui à quel point ma génération qui sortait juste de la guerre, qui ne connaissait que la paix, et comme dit Serge Danet, la guerre nous a foutu la paix, mais au sens le plus trivial et le plus propre et figuré, n'est-ce pas? Nous avons à l'encaisser, cette paix. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que c'est que cette paix? La paix, c'est dans mon quartier des maisons en ruine, envahies par les ronces, les orties. C'est que j'entends parler vaguement de gens qui ont été raflés dans la rue. Il faudra que j'aille éplucher, presque 50 ans plus tard, la liste de Serge Klarsfeld des Juifs déportés de Bordeaux pour apprendre qu'il y avait bien, oui, une Édith Rousseau dans ma rue qui a été arrêtée au 9 de la rue Marsan dans ma rue, enfin, etc. Ces indices qui viennent inquiéter une adolescence, auxquels personne ne donne forme ni réponse. D'ailleurs, sur quoi on ne pose même pas de questions. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui est arrivé? J'arrive, moi, juste il y a 15 ans. Je suis né depuis 15 ans, 14, 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu juste avant là? Personne n'en parle. Les livres d'école n'en parlent pas. Les parents, à peine. Bon, il y avait des bombes, on manquait de charbon, etc., etc. Mais il y a toutes sortes d'indices qui clignotent, je crois que c'est vrai pour tout le monde, qui nous informent beaucoup plus que nous ne le croyons des réalités de notre temps, de ce qui est autour de nous et qui est en lien avec le passé. Donc c'est comme ça que j'ai appris petit à petit l'histoire de ma ville, qui a quand même été la ville, la capitale de la défaite, honteuse, où Pétain se réfugie, etc., etc., comme en 70, comme en 14. Bon, Bordeaux, c'est la ville. Voilà, parce que c'est aussi ce passé-là que Bordeaux met un peu sous le tapis. C'est la ville la plus collaborationniste de France, avec Papon, avec le procès à contrarier, à froisser certaines susceptibilités. Mais enfin, heureusement qu'il s'est tenu à Bordeaux. Le préfet Sabatier, etc., et toute sa clique, ont œuvré avec grand zèle pour appliquer, et même au-delà de ce que les nazis leur demandaient, y compris donc les enfants et même des bébés de 3 mois, se sont retrouvés à la gare Saint-Jean pour partir dans les convois vers les camps de la mort. Et donc, c'est Bordeaux, ça aussi. Comment voulez-vous faire l'impasse là-dessus et croire que tout est cloisonné, que tout cela ne se tient pas. Quand je suis ado, enfin jeune étudiante, il y a tous les ans le bal des Navalets à Bordeaux. Ils sont d'un chic incroyable. Mauriac les décrit déjà d'ailleurs. Ils ont un prestige fabuleux dans cette ville. Mais ils appartiennent à la tradition médicale du XIXe siècle qui, en même temps que le pasteurisme, a apporté toutes les recherches fabuleuses dont nous bénéficions encore aujourd'hui contre les fléaux microbiens, etc., et Yersinia pestis de Yersin, donc, etc. Ça, c'est Pasteur, mais en même temps, s'élabore une conception hygiéniste de l'espèce, de la race, n'est-ce pas, dont nous allons bénéficier avec l'éradication de tous les d'abord des malades mentaux, etc., des handicapés, puis ensuite des juifs. Enfin, bon, tout ça se tient. C'est l'hygiénisme du XIXe siècle qui s'élabore dans les écoles de médecine et en particulier dans les écoles navalaises, mais aussi bien de Saint-Malo, etc., dont sont issus enfin, des écrivains aussi. Hein. De là, en fait, ils sont persuadés sans doute de la vertu qu'il y a à aller soigner les miasmes des empires, n'est-ce pas? Que évidemment, ils collent leurs amis beaux pauvres colons qui les attrapent, il faut bien les soigner. Mais il y a là, derrière le rôle des médecins. D'ailleurs, quand on lit, par exemple, la biographie de Rimbaud, le nombre d'écrivains, de médecins et de ces explorateurs improvisés, là, Soleillet en particulier, qui croisent la route de Rimbaud, il en croise partout, en Haut-Harar, dans les coins les plus reculés d'Abyssinie. Ils sont tous là, les missionnaires, les médecins, les explorateurs et les marchands. Qu'est-ce qu'il commerce, Rimbaud, comme un bon petit paysan? On a, si vous voulez, enfin, les Rimbaudâtres. On fait une aventure métaphysico-poétique de l'histoire de Rimbaud là-bas. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait un petit peu commencer à l'envisager sous cet angle-là, non pas héroïque, qu'il est tout simplement un fils paysan d'Ardennes et que, comme son père est parti conquérir l'Algérie, comme son frère est militaire dans les Biribis,
dans les colonies pénitentiaires épouvantables, hein, qui existent déjà au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Et le frère Arthur, ben, il part lui aussi faire du business, il négocie, hein, il trimballe des... Bon, on sait ce qu'il fait, quoi. Bon, comme tellement de ces Blancs qui sont là, à ce moment-là, dans cette zone de l'Afrique, et comme ailleurs, comme au Congo. Bon, c'est l'époque, c'est l'époque. Pour revenir au débat que vous avez eu avec le directeur du musée d'Aquitaine, ça questionne vraiment l'histoire des représentations et l'histoire de la muséologie, l'histoire du musée. Qu'est-ce que c'est que le musée et quel instrument c'est? Vous dites qu'il y a une révolution de la muséologie à peu près dans les années 70 et que cette révolution, elle a du mal à arriver jusqu'au musée de Bordeaux notamment. L'histoire du musée aussi m'intéresse. D'abord parce que mon chemin pour aller à la bibliothèque enfantine, une des premières bibliothèques publiques ouvertes à Bordeaux, juste après la guerre, donc, longe, je passe devant le musée d'histoire naturelle, qui lui-même a une histoire, d'ailleurs comme la plupart de ces musées, liés au XVIIIe siècle, aux botanistes, aux curiosités qui viennent des studiolos, des cabinets de curiosités plus anciens, n'est-ce pas, de la Renaissance, etc. Comment se sont constitués les musées des sciences naturelles et des sciences humaines, dans lesquels départements d'ethnologie, d'anthropologie, on finit par voir apparaître des squelettes de curiosités de Bornéo ou de Patagonie, n'est-ce pas, qui finissent par aboutir là, comme les boîtes crâniennes, les squelettes déboîtés qui sont dans les laboratoires et dans les sous-sols de tous ces musées, y compris du musée de l'homme, n'est-ce pas, à Paris, etc., et qui aujourd'hui ont évolué, bien sûr, et heureusement, avec leur temps, avec leur époque. Mais enfin, les fondements de ces musées-là, c'est ça. Et de même, les musées qui vont s'ouvrir à ce moment-là, des curiosités venues des empires, qui encombrent les musées, aussi bien les greniers que les salons bourgeois de toute une élite de la navigation, du commerce et de la navigation, n'est-ce pas, qu'il y a des animaux empaillés, mais aussi bien des saguets, des masques, enfin bon... et qui emplissent nos musées. Plus d'1,5 million de pièces, c'est ça le musée Jacques Chirac aujourd'hui, qu'on n'appelle plus des arts premiers. Premiers de quoi? Premiers d'où? Historiquement, ces objets sont plus tardifs que ceux du Louvre, hein, que certains du Louvre. Et d'autres sont bien plus anciens aussi, art précolombien. Bon. Et tout ça. Donc cette matière première, heureusement, l'a évacuée maintenant. Il s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac, dont le directeur, en même temps que l'assassinat de George Floyd, était annoncé l'arrivée de Kazantréo, ce monsieur de Nouvelle-Calédonie, donc Kanak, qui est directeur du musée maintenant. Mais et la question de l'origine de ce patrimoine qui a été patrimonialisé et maintenant qui est considéré comme propriété inaliénable, mais pas simplement en France, partout en Occident, aux États-Unis, partout les grands musées d'anthropologie, celui de Vancouver avec tous les artefacts amérindiens que Boas y a importés, n'est-ce pas? Les plus riches au monde, tous les artefacts, enfin les totems, etc., sublimes des Haïdas, ils sont à Vancouver, au musée de Vancouver. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Commencer à s'interroger là-dessus. D'où ça vient? Comment c'est arrivé là? On ne va pas dire que ça a été négocié d'égal à égal, acheté, ou que ça a fait l'objet d'un don et contre-don, c'est-à-dire d'un échange légitime et digne. Non, c'est le résultat d'un sac colossal, monumental, en toute bonne conscience que de ramener avec soi, mais comme on remonte aux tribus vandales, n'est-ce pas, qui peuplent notre histoire, ou de ce que faisaient les Romains, ou de ce que faisaient les gens des croisades, ou n'importe quoi, de ramener par la loi du plus fort, on pille et on ramène, y compris les sépultures, y compris les objets de culte, y compris les bijoux, les choses précieuses, des cultures entières de civilisation, des objets de civilisation qui ont été
Bon, alors là encore, pas de repentance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne va pas parler de repentance, mais examinons ça maintenant. Et toute la question des réparations qui apparaît, ou des restitutions, avec tout le paternalisme occidental, bon, on veut voir vos musées là-bas, comment ils seront. Ils auront de la clim, vous aurez des gardiens, vous aurez de la vidéosurveillance, et puis une librairie à la sortie, puis il y aura un parking, puis je ne sais pas quoi. Enfin, vos musées, d'accord, mais il faut qu'ils soient comme les nôtres. Parce que nous, la géniale invention du musée occidental, elle peut être que la seule. Il faut que vos musées s'alignent sur les nôtres. Mais l'idée que vous ayez une mémoire, et laquelle, et en quels termes elle s'élabore et se transmet, comment vous la pratiquez, cette mémoire, que vous soyez d'Amazonie ou Gouchine en Alaska, vous n'avez pas les mêmes modalités de transmission de la mémoire et de conservation de la mémoire, et y compris dans le récit, et y compris dans la langue. Donc, là aussi, on assiste à une sorte d'impérialisme de l'art, qui a colonisé, qui a aliéné tous ces peuples de leur propriété. Mais comment peuvent-ils être propriétaires de ces objets puisqu'ils n'étaient pas propriétaires d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient rien, enfin qu'on pouvait en même temps que la razzia, d'ailleurs, on exterminait les balles dum-dum au 19e siècle font effet, et les fusils, les belles, etc. Et donc, ben, voilà. Alors, là aussi, pas de repentance, mais réfléchissons. Pensons ces choses-là. On sera tellement mieux. Ça va tellement faire du bien à tout le monde. Ce que Benjamin Stora essaie d'introduire. Et le président Macron qui a quand même fait cette démarche. Il faut l'entendre. C'est laborieux, c'est difficile, ça fait du mal. Parce que remuer la mémoire, c'est toujours une douleur. C'est toujours un travail. C'est pas un devoir, c'est un travail. Mais on sera tellement plus heureux, tellement c'est un bienfait plutôt qu'un méfait, que de faire remonter en nous cette mémoire enfouie, occultée, déniée, cette amnésie dont on croit toujours qu'on va s'en sortir, mais non, le petit papa Freud nous l'a bien dit quand même, à l'échelle individuelle et collective, le refoulement, ça va qu'un temps, ça ne va qu'un temps. À la fin de ce livre, vous employez le mot intersectionnalité. Ça fait du bien d'entendre ce mot-là. Pourquoi vous oui, celui-là aussi, mon Dieu, qu'est-ce qu'il soulève de polémique. C'est effrayant d'ailleurs, la mise en question de l'université, des rechercheurs, etc. Les décoloniaux, qui nous vient évidemment des États-Unis, tout ce qui vient des États-Unis. Bon, bref, passons. Mais quand même, la question race, genre, classe, à vouloir les séparer, c'est une manière là aussi d'occulter les réalités. Le féminicide, la femme dont le ventre, à travers les siècles, est le premier producteur de richesse, le renouvellement de l'espèce et d'assurer pour les prolétaires la main-d'œuvre prolétaire de demain, n'est-ce pas? Quand l'assassinat de John Floyd ou le féminicide, c'est la même manière patriarcale, blanche, sudiste, sexiste, raciste, d'infliger à cette viande-là la mort, parce que tu m'appartiens. Tu n'es pas un être libre, tu appartiens à ce très très ancien, il faudrait l'analyser en termes d'anthropologie, ce qui fait que le patriarcat s'est imposé comme un rapport de domination et qu'il domine dans l'entièreté des rapports humains, bien sûr des rapports économiques et politiques. Et si en tout lieu aujourd'hui, après MeToo, dans tous les lieux de l'art, du sport, en tout milieu, apparaît l'appropriation, la domination et l'abus du faible, qu'il soit l'enfant, la femme, etc., de celui qui n'a pas les moyens de s'affirmer dans sa dignité, et donc dont la dignité est bafouée, tout cela se tient. Et la question sociale, celle des classes sociales, le prolétariat au XVIIIe siècle dans les manufactures et surtout au XIXe siècle, bien sûr, dans les fabriques, et celui qui descend de l'exploitation négrière. C'est le frère de l'indigène, avec cette invention géniale de l'indigénat,
pour succéder à, une fois l'abolition de l'esclavage, à l'esclave. Donc cette assignation à produire et à être exploité jusque dans les, tel que Marx l'a décrit, jusque dans ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire la puissance physique qui est productive autant que le charbon, l'électricité. Et bon, ceux qui arrivent à distinguer, qui voudraient distinguer classe, race et sexe, sont dans une négation de ce qui opère, de ce qui est à l'œuvre et aujourd'hui, et de manière urgente aujourd'hui à regarder en face, parce que l'état de notre monde, y compris avec la pandémie, est quand même bien le résultat de cette emprise systématique et forcenée du monde par quelques-uns. C'est simpliste ce que je dis, mais c'est peut-être pas plus compliqué que ça. On voudrait nous expliquer que c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr que ça l'est, si on se met en historien à distinguer époque par époque, etc., etc. Il est d'ailleurs flagrant que Foucault, pas plus que Marx, n'a étudié l'histoire des pauvres et des masses exploitées sous l'angle du féminin. Et il n'y a pas d'histoire. Heureusement que des féministes s'en occupent aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'histoire de la condition féminine depuis je ne parle même pas des sorcières, depuis les figures de la féodale jusqu'à les monarchies, enfin, etc., etc., le statut de la femme et son rôle dans la société et de tout le reste. Bon. Donc pour finir, oui, j'en viens à cette question-là de l'intersectionnalité. Tout se tient, ce sont des questions contemporaines. Je suis partie de loin du petit cartel, mais... Alors justement, pour boucler notre discussion, est-ce que ce cartel a finalement été amendé ? Il l'a été, avec une bonne volonté touchante, si vous voulez. Mais encore avec des résistances incroyables. Bon, je veux pas, ça me fatigue moi-même. Et donc je finis en conclusion, c'est un petit peu, bon, c'est bon, private joke, mais non, je le partage avec mon lecteur, de proposer ce qui serait loyal d'écrire sur ce petit cartel, qui n'est pas polémique, qui n'est pas non plus militant et je ne sais quoi, non, juste poser ce que l'histoire nous permet de dire de manière honnête et rigoureuse de ce que sont les Noirs et gens de couleur à Bordeaux au XVIIIe siècle en 500 signes. Et nous invitons ceux qui nous regardent à lire votre livre pour justement découvrir ce petit cartel revisité par vous. Merci beaucoup Anne-Marie Garat. Merci Sophie Joubert, merci beaucoup. Je rappelle que Humeur Noire est paru aux éditions Actes Sud.